אבי, אני עוברת ללייב, אתה תוכל להכניס את האנשים? כן, בבקשה. Yasmine, tu m'entends? Oui, on t'entend. Elle est juste, elle règle juste le Facebook. D'accord. Voilà. Est-ce que tu me vois, toi, Pierre? Parce que je n'ai pas de retour. Oui, je te vois. Parfait. Je te vois. Alors, OK. On va commencer dans 2 minutes, même pas. 2 minutes. On est toujours à l'heure. Oui, oui. Donc, pour être à l'heure, on va commencer Bon, maintenant. j'attends. Tant qu'il n'y a pas 120 personnes, je ne commence pas. Bah, ça y est, on est déjà, les 100 premières personnes sont là. Donc, Allez, encore 100 personnes. Encore 20 personnes. c'est bon, Yasmine, tu peux prendre la suite et je vais ouvrir. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. OK. Bonsoir à tous, Erev Tov. Nous avons le plaisir de Shavua Tov de Jérusalem. Nous avons le plaisir de rencontrer ce soir Pierre Lursa. Pierre Lursa que vous connaissez, qui n'est pas à sa première conférence avec nous. Pierre Lursa qui est connu des réseaux sociaux, de ses interventions dans les médias juifs depuis de très nombreuses années, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler dans différents projets. Pierre Lursa va nous parler aujourd'hui d'une personnalité du monde sioniste tout à fait particulière. D'abord, c'est une personnalité féminine, et deuxièmement, c'est une personnalité, comme vous allez voir, qui a traversé le XXe siècle et qui a traversé quasiment l'histoire du sionisme. Pour la petite anecdote, il y a exactement 43 ans, personnellement, je faisais mon alia au mois d'octobre 1978, et j'allais dire ma première expérience peut-être un peu triste, ça a été de participer un mois plus tard à l'enterrement de Golda Meir au Mont Herzl, au mois de début décembre 1978, si je me trompe. Pierre me corrigera. Et donc, je peux vous dire qu'effectivement, en tant que jeune immigrant, Oleh Hadash, arrivé en Israël et participer à un tel événement, c'était un petit peu boucler une boucle, sachant que cette personne faisait partie effectivement des 3-4 grandes personnalités dans les années 70 qui ont marqué l'histoire d'Israël. Nous allons le voir par la suite. Alors, Pierre Lursa, comme je vous l'ai dit, a plus d'une corde à son arc. Pierre Lursa est conférencier, il est écrivain, il est publiciste, on va dire, il écrit des tribunes. Et avant de nous parler de Golda Meir, je voudrais qu'il nous explique en quelques mots son projet de bibliothèque sioniste qu'il a pris, j'allais dire, avec le taureau par les cornes pour essayer de encore mieux faire connaître, plus faire connaître la pensée, la littérature, la personnalité, l'idéologie des grands penseurs du sionisme du XXe siècle. Alors, merci Pierre d'avoir accepté notre invitation. Comme d'habitude, vous pourrez nous envoyer vos questions par chat, vos micros seront fermés. Voilà. Et surtout, merci à Yasmine Manahem-Cohen de Paris, qui est, j'allais dire, l'âme vivante de ce projet Israël s'invite chez vous, qui entame maintenant largement sa 2e année. Et nous sommes évidemment à vos dispositions pour continuer, j'espère pour très peu de temps maintenant, à s'inviter chez vous, à Paris, en province et à l'étranger, pour vous parler, pour mieux vous faire connaître Israël. Pierre, alors si tu veux bien d'abord nous dire quelques mots sur la bibliothèque sioniste, et par la suite, nous passerons à ta présentation sur Golda Meir. Erev Tov. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver et de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents ce soir parce que Golda Meir, c'est encore quelqu'un qui intéresse beaucoup. Et alors, pour dire quelques mots de la bibliothèque sioniste que j'ai fondée l'année dernière, c'est donc un projet que
j'ai élaboré dans le but tout simplement de porter à la connaissance du public francophone des grands auteurs sionistes dont les écrits sont souvent soit totalement inconnus en français, soit sont épuisés depuis très longtemps. Et donc, j'ai commencé par 2 livres consacrés à Jabotinsky, dont j'ai eu l'occasion et le plaisir de parler ici même dans ce cadre de l'OSM, qui était, le premier s'appelait La rédemption sociale, sur les conceptions sociales et économiques de Jabotinsky, et le deuxième qui s'appelle État et religion, qui est consacré au rapport de Jabotinsky au judaïsme et à la religion en général. Et donc, la conférence de ce soir, je dirais qu'elle est un petit peu aussi liée au 3e livre que j'ai le plaisir de publier ces jours-ci, qui s'appelle donc La maison de mon père, et qui est une autobiographie inédite en français de Golda Meir, qu'elle avait publiée en 1972, donc avant, au moment où elle était encore Premier ministre, avant sa démission, et aussi avant de publier l'autobiographie que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, qui s'appelle Ma vie, My Life, qu'elle avait publiée donc en 1975. Donc c'est un texte précoce qui couvre uniquement la période de sa jeunesse, et c'est ce texte que j'ai traduit en français donc pour la première fois, et qui vient donc de paraître dans le cadre de cette bibliothèque sioniste, donc dont c'est le 3e tome. Et je précise tout de suite qu'il est disponible, pour ceux qui s'intéressent à ce livre, qui voudraient l'acquérir, il est disponible sur Amazon, mais aussi dans toutes les librairies de France, parce qu'il est publié sur ce qu'on appelle Books on Demand, BOD, donc vous pouvez le commander dans toutes les librairies de France et de Navarre. Alors, merci donc à Yasmine et à Avi d'organiser cette conférence. Et pour commencer, je voudrais peut-être répondre à la question pourquoi parler de Golda Meir aujourd'hui. Peut-être que c'est une question superflue parce que votre présence nombreuse atteste que c'est un sujet qui intéresse jusqu'à aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a au moins 2 bonnes raisons d'en parler ce soir. La première, c'est tout simplement l'actualité du sionisme et l'importance, à mes yeux, de redécouvrir ces héros et ces personnages et ces fondateurs à une époque actuelle où malheureusement les fondamentaux du sionisme, de droite comme de gauche, sans aucune distinction politique, semblent menacés par l'abandon de ces principes fondateurs. Et vous savez que Ben Gurion avait appelé en son temps à peupler le Negev, et il est probable qu'aujourd'hui, il se retourne dans sa tombe lorsqu'il voit ce qui se passe dans le Negev, et quand une institution aussi essentielle et apparemment aussi consensuelle que le Keren Kayemet, le KKL, est empêché de faire son travail de plantation dans le Negev. Et Ben Gurion pensait que l'avenir d'Israël s'écrirait dans le Negev, et peut-être qu'il avait raison, mais je ne pense pas qu'il aurait imaginé que 70 ans après la création de l'État, quelque part, je dirais, les fondamentaux même du sionisme sont aujourd'hui remis en cause. Alors, je ferme cette parenthèse, et la deuxième raison peut-être pour parler de Golda Meir aujourd'hui, c'est qu'on célèbre un anniversaire qui est passé peut-être un petit peu inaperçu. Cet anniversaire, c'est le 100e anniversaire de l'Alia de Golda Meir, qui est montée en Israël en 1921. Et je vais en reparler, bien sûr, mais juste pour dire quelques mots à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore montés en Israël et qui hésitent peut-être à nous rejoindre en raison des difficultés de l'Alia, qui sont des difficultés bien réelles, évidemment, que je ne néglige pas. Eh bien, je leur recommande malgré tout de lire le petit livre donc, de Golda Meir, La maison de mon père, parce que vous verrez, je dirais, toute la différence entre ce que signifiait l'Alia à son époque et ce qu'elle signifie aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de Misra d'Aklita, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait aucune aide à l'intégration. Et pourtant, Golda Meir avait déclaré, elle écrit dans ce livre, « Je n'ai jamais eu l'impression de sacrifier quelque chose pour notre pays ». Et donc, elle qui a donné toute sa vie à la construction et au renforcement de notre pays, eh bien, elle n'a jamais eu l'impression d'avoir sacrifié quelque chose. Et je crois que c'est un exemple qui demeure actuel et qui convient de méditer pour chacun d'entre nous. Alors, le sujet que j'ai choisi de traiter, la femme et la légende, bien sûr, sa légende, c'est celle de la dame de fer d'Israël, de la grand-mère d'Israël. Elle a plusieurs surnoms comme ça que tout le monde connaît. Évidemment, c'est la première femme, l'unique femme israélienne qui est devenue Premier ministre. Et cette légende, elle a été un petit peu écornée depuis lors, et comme souvent, la postérité est un petit peu injuste avec les grands personnages, et notre époque en particulier aime beaucoup déboulonner les statues et diminuer la stature de nos grandes figures historiques.
peut-être comme pour les rabaisser aux dimensions de nos propres personnes et aux standards de notre propre génération. Et ce phénomène concerne toutes les grandes figures du sionisme, toutes tendances convaincues. Et j'en donnerai un seul exemple. Récemment, j'ai découvert un petit livre du Rav Kook qui vient d'être traduit en français. Et dans la préface, le traducteur explique que le Rav Kook n'est quand même, c'est quelqu'un de très bien, mais il n'est pas assez progressiste pour aujourd'hui. Vous voyez que ce phénomène concerne tout le monde. Alors, avant de parler de la légende et d'expliquer peut-être pourquoi cette légende a été un petit peu écornée, je voudrais donc, dans une première partie, relater qui était Golda Meir et notamment évoquer donc sa jeunesse, la période qu'elle raconte dans ce livre qui vient donc de paraître en français, qui s'appelle « La maison de mon père ». Et d'abord, rappeler qui était la famille au sein de laquelle elle a grandi. Alors, ses parents, Moshe et Bluma, étaient originaires de Pinsk en Russie, mais Golda est née à Kiev parce qu'ils avaient eu l'autorisation d'habiter à Kiev, qui était une ville qui était en principe interdite aux Juifs. Vous savez que dans l'Empire russe, il y avait seulement une certaine ville qui était ouverte aux Juifs. Il y avait ce qu'on appelait la zone de résidence dans laquelle les Juifs pouvaient habiter. Et donc, Kiev n'en faisait pas partie, mais du fait que le père de Golda était menuisier, c'était un artisan qualifié, et donc ils avaient été autorisés à habiter à Kiev. Et tout à l'heure, je vous montrerai quelques photos de ses parents et de ses grands-parents, et d'elle-même étant jeune. Alors, elle dit dans son autobiographie qu'elle a hérité de son père le caractère obstiné et l'intérêt pour les choses publiques, et de sa mère, elle dit qu'elle a hérité l'optimisme. Elle parle aussi de sa grand-mère qui portait le nom de Golda, qui était apparemment une femme très, très marquante. Elle raconte aussi que ses parents se sont mariés après que sa mère soit tombée amoureuse de son père au premier regard, et lorsqu'il était venu dans sa ville natale pour se cacher et échapper à la conscription. Et il faut se rappeler en effet d'un phénomène qu'on a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, ce qui s'appelait les cantonistes, les jeunes juifs, les enfants juifs qui étaient enrôlés de force dans l'armée russe, et cette conscription obligatoire par laquelle ils étaient séparés de leur famille pendant de très longues années, et ils étaient aussi souvent forcés d'abandonner la pratique du judaïsme. Et le grand-père paternel de Golda avait ainsi été enrôlé de force dans l'armée russe, et il avait passé 13 ans dans l'armée impériale. Et Golda raconte dans ce livre qu'on avait tenté de le forcer à se convertir, y compris par des tortures physiques, et sans jamais y parvenir. Et pendant toute la durée de son service militaire, le grand-père de Golda n'avait jamais fait entrer dans sa bouche un seul aliment chaud, un seul aliment cuit, de peur de transgresser les règles de la cacheroute. Donc ça donne une idée, je dirais, de qui étaient un petit peu les ancêtres et de qui Golda a hérité les qualités qu'on lui connaît. Alors, ce grand-père paternel est mort assez jeune, à l'âge de 60 ans, et donc son père s'est retrouvé orphelin. Il a été envoyé étudier à la yeshiva de Slonim, où il était nourri par le système traditionnel de ce qu'on appelait le achilat yomin, c'est-à-dire le repas journalier. C'est-à-dire chaque soir, il était hébergé dans une famille différente. Il dormait sur les bancs de la yeshiva. Sa mère, la mère de Golda, était, selon ses dires, une femme très belle, très énergique, très intelligente. Et ses deux parents avaient en commun l'amour de la chanson. Et elle raconte que toute sa vie, elle s'est rappelée des chansons de Shabbat qu'on chantait dans le foyer de ses parents. Alors, évidemment, une des questions importantes pour nous, c'est de savoir comment est-ce que Golda est devenue sioniste. Le foyer dans lequel elle a grandi était un foyer juif traditionnel. Ses grands-parents étaient des juifs tout à fait orthodoxes. Elle a été marquée, je dirais, pour son engagement politique. Elle a surtout été influencée par sa sœur aînée, Sheina, qui militait au sein du parti révolutionnaire juif, du parti sioniste socialiste, mais d'obédience marxiste. Et cette sœur de 9 ans plus âgée a été de toute évidence un modèle pour la jeune Golda, qui était encore une enfant très jeune en Russie, mais qui déjà avait, je dirais, subi l'influence de cette sœur aînée, qui était un petit peu un modèle, même si d'ailleurs cette sœur aînée était quelque part attirait beaucoup de problèmes pour la famille, parce que vous savez que les militants révolutionnaires, et parmi eux les militants juifs, socialistes, sionistes, s'exposaient à des peines de prison, et voire pire. Donc, c'était pas quelque chose d'anodin de militer dans un tel parti et d'organiser des réunions politiques
qui était quelque chose de tout à fait interdit à l'époque dans la Russie impériale. Alors, l'événement marquant de l'enfance de Golda, c'est une rumeur de pogrom qui est arrivée un jour à Kiev. Et elle raconte dans ce livre, et je cite, « Nous habitions au premier étage. Je me souviens de m'être tenu à l'entrée sur les escaliers qui menaient vers l'appartement du voisin avec sa fille qui avait mon âge et d'avoir regardé mes parents en train d'essayer de barricader l'entrée de la maison en disposant des planches contre la porte. Et pour notre chance, il n'y a pas eu de pogrom, mais je n'ai pas oublié l'atmosphère régnant dans la tente de celui-ci. » Et donc, ce souvenir très marquant, souvenir d'enfance, elle était très, très jeune, elle n'avait pas encore 10 ans, eh bien, c'est un souvenir, je dirais, qu'elle n'a jamais oublié parce que, un peu à l'instar d'autres grands dirigeants sionistes, et on peut citer évidemment Herzl ou Jabotinsky, elle avait compris très jeune le caractère à la fois irrationnel et inéluctable de l'antisémitisme, et elle en a tiré les conséquences pour le destin juif en diaspora. Et bien des années plus tard, j'en parlerai tout à l'heure, on a accusé Golda Meir d'avoir une vision manichéenne de l'histoire juive et de considérer que les goïms étaient tous les ennemis des juifs. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure, mais je me contenterai de dire pour l'instant que c'est grâce à la clairvoyance des pères fondateurs du mouvement sioniste et du sionisme politique, et le premier d'entre eux, Theodor Herzl, c'est grâce à leur clairvoyance au sujet de l'antisémitisme que l'État juif a été créé. Et sur le même sujet, d'ailleurs, une plaisanterie qu'on racontait dans ma famille, parce que moi aussi, j'ai un grand-père qui est monté en Israël à la même époque que Golda, et il y avait une vieille blague juive qui parlait de 2 bateaux qui se croisaient en Méditerranée. Le premier, c'était des Juifs qui partaient en Palestine, et le deuxième, c'était des Juifs qui repartaient de Palestine. Et quand les 2 bateaux se croisaient, ils faisaient tous le même signe, ils se regardaient en chien de faïence, et ils faisaient tous ce signe-là, parce qu'ils considéraient tous que les autres étaient fous. Et bien sûr, aujourd'hui, nous savons bien qui est-ce qui était fou et qui est-ce qui était réaliste. Alors, après le départ de son père pour l'Amérique, que je n'ai pas encore relaté, parce que tout simplement, il n'y avait pas de parnassa, il n'y avait pas de subsistance en Russie. Donc, le père quitte la Russie pour l'Amérique et il s'installe dans la ville de Milwaukee. Ou plutôt, il est installé dans la ville de Milwaukee parce qu'il y avait une organisation juive américaine qui avait pour mission de répartir les immigrants juifs qui arrivaient en très grande quantité à l'époque, et on ne voulait pas qu'ils restent tous concentrés à New York pour pas qu'il y ait une trop grande concentration juive à New York. Et donc, ils étaient un petit peu dispatchés comme ça dans le territoire national américain. Et donc, le père de Golda est envoyé dans la ville de Milwaukee, qui est une petite ville dont il n'avait jamais entendu le nom. Et il va passer 3 ans loin de sa famille. Et seulement au bout de 3 ans, il arrivera à faire venir sa famille. Donc, quand je dis sa famille, c'est Golda et ses 2 sœurs et leur mère, parce que il y avait, les parents de Golda ont eu de nombreux enfants qui sont morts en bas âge. Donc, finalement, il y a seulement ses sœurs qui ont survécu avec elle et aucun des frères n'a survécu. Donc, 3 ans après l'installation du père, la famille entière se retrouve en Amérique, à Milwaukee, en 1906. Et c'est une période qui est très importante dans la vie de la jeune Golda Meir parce que c'est là qu'elle va découvrir à la fois, je dirais, la culture américaine, la langue américaine aussi. Elle sera une des rares dirigeantes du mouvement sioniste à son époque qui parle couramment anglais, et ça jouera aussi un rôle très important dans sa carrière. Et la troisième chose qu'elle va découvrir, c'est tout simplement l'activité politique, parce que son père lui-même est devenu un militant, pas tellement un militant sioniste, mais simplement un militant juif, à la fois membre d'une synagogue, d'une congrégation, membre de son syndicat professionnel et membre aussi de l'association Le Joint que vous connaissez. Et le parti dans lequel Golda Meir va faire ses premiers débuts en politique à un âge très, très jeune, alors qu'elle était encore une adolescente, c'est le parti qu'on appelait le Poalet Zion, qui était un parti ouvrier juif qui avait été créé simultanément dans de nombreux pays, y compris les États-Unis, et qui quelque part représentait ce qu'on a appelé plus tard le sionisme travailliste. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Et donc, Golda va adhérer au Poalet Zion, parti sioniste socialiste, qui est le grand adversaire d'ailleurs, qui a du parti Bund créé
un petit peu avant, le Bund qui n'est pas sioniste, qui est même anti-sioniste. Et donc, je dirais, le monde juif ouvrier se partage entre les militants du Bund d'un côté et les militants sionistes qui sont regroupés au sein des Poale Tzion. Alors, peut-être pour raconter un souvenir marquant aussi de l'enfance de Golda en Amérique, une de ses premières activités publiques et politiques, c'était de prendre part à un meeting organisé par les Poale Tzion dans les rues de Milwaukee, parce que les Juifs avaient l'habitude de prendre la parole un petit peu comme aujourd'hui, comme ça se faisait aussi en Angleterre à Hyde Park. Les Juifs, on posait une estrade dans la rue ou une carriole qui servait d'estrade et on prenait la parole devant tous les passants. Et donc, c'était le tour de Golda de prendre la parole ce soir-là. Et évidemment, lorsque son père a appris, parce qu'elle est sortie le soir, il lui a dit « Où est-ce que tu vas ?» Elle a dit « Je dois participer à un meeting. » Et son père lui a dit « Il n'est pas question qu'une de mes filles prenne la parole publiquement dans la rue, ce n'est pas du tout respectable. Et si jamais tu t'entêtes à le faire, moi, je viendrai te chercher et je te ramènerai à la maison en te tirant par les nattes. » Et donc, elle raconte ce souvenir. Évidemment, lorsqu'il lui a dit ça, elle l'a pris très au sérieux parce que son père était quelqu'un de tout à fait imposant. Et malgré tout, elle est partie. Elle a prévenu ses camarades du Poale Tzion que la soirée risquait de mal se terminer. Et malgré tout, la soirée s'est bien passée. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, eh bien, elle a demandé à sa mère alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi papa n'est pas venu. Et sa mère lui a dit mais si, il est venu, il t'a écouté, il a trouvé que tu parlais très bien. Et elle conclut cette anecdote en disant « Je crois que c'était le plus beau discours de ma vie ». Donc ça, c'était, je dirais, son entrée dans la vie publique et la vie politique. Alors, évidemment, le deuxième événement marquant dont je voudrais vous parler ce soir, c'est son alia, puisque j'ai dit que c'était l'anniversaire, que l'année dernière, c'était le 100e anniversaire de l'alia de Golda Meir. Et elle est montée en Israël en 1921, sur un bateau qui s'appelait le USS Pocahontas, qui a quitté New York le 23 mai 1921. Et elle a eu une traversée très, très mouvementée, parce que ça aussi, c'est une grosse différence avec l'ALIA aujourd'hui et l'ALIA à son époque. C'était une traversée qui durait plusieurs semaines, et le bateau était en très mauvais état, donc il a failli ne pas arriver à destination. Et d'ailleurs, beaucoup de passagers ont fait demi-tour à Boston, mais elle a continué. Et elle est arrivée donc le 14 juillet 1921. Elle arrive à Tel Aviv. Et d'ailleurs, le voyage, j'ai dit que le voyage était mouvementé, mais même son arrivée était mouvementée parce qu'elle n'a pas pu débarquer à Haïfa comme c'était prévu au départ, parce que tout simplement, les porteurs du port de Haïfa, qui étaient tous arabes, avaient refusé à l'époque de décharger les bateaux d'immigrants. On était à l'époque de ce qu'on appelait les Meorot, les événements de 1921, les premières émeutes arabes en Eretz Israël. Et donc, finalement, elle a dû débarquer à Alexandrie et prendre le train d'Alexandrie à Tel Aviv. Et donc, elle arrive le 14 juillet à la gare de Tel Aviv, et voilà comment elle décrit son arrivée. Le 14 juillet, nous arrivâmes à la gare splendide de Tel Aviv. Je n'oublierai jamais ce moment. Le sable, la chaleur incroyable, et c'est tout. Un camarade qui voyage avec nous se tourne vers moi et me dit « Alors Golda, tu voulais venir en Eretz Israël ?» Et nous y sommes, et maintenant on peut faire demi-tour. Mais lui aussi, il resta jusqu'à son dernier jour. Et elle ajoute aussi, c'est moins important, avant même de quitter l'Amérique, nous avions décidé de nous joindre à une kfutza. Nous ignorions alors ce qu'était un kibbutz. Donc, elle débarque en Israël. Et d'ailleurs, la description de Tel Aviv à l'époque, il paraît qu'en face de la gare où elle sort du train, il n'y avait pas 10, il n'y avait pas 20 maisons, il y avait juste un petit cabanon en tôle. C'était ça, Tel Aviv à l'époque. Et donc, ils sont accueillis par un ami de Milwaukee, parce qu'il y a aussi un élément important. Finalement, comment est-ce que Golda est devenue sioniste? J'ai raconté son engagement politique dans le Poale Tzion, mais la plupart des militants du Poale Tzion ne sont pas venus en même temps qu'elle en Israël. Beaucoup sont restés en Amérique. Et pourquoi est-ce qu'elle est venue? C'est aussi parce qu'elle avait fait connaissance à Milwaukee de certains anciens combattants juifs du Gdoud Ivri, du bataillon juif. Vous savez que c'était le sujet d'une précédente conférence, lorsque Jabotinsky avait créé les bataillons juifs pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup des soldats qui ont été recrutés
venaient des États-Unis. Et donc, lorsque ces soldats ont été démobilisés en 1918-1919, ils sont revenus aux États-Unis et certains d'entre eux se sont retrouvés à Milwaukee. Et donc, c'est là que c'est par eux aussi que Golda Meir a entendu les premières informations toutes fraîches d'Eretz Israël. Elle a aussi d'ailleurs eu l'occasion à Milwaukee de rencontrer David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Tzvi et un troisième dirigeant important du mouvement sioniste de l'époque, qui tous les trois avaient été expulsés d'Eretz Israël par les Ottomans. Donc ça se passait pendant la Première Guerre mondiale. Et donc elle a eu aussi donc l'occasion de rencontrer dès cette époque-là David Ben-Gurion avant même de faire son alia. Alors, c'est le moment de dire quelques mots, je dirais, de toute cette, ce qu'on appelle dans l'historiographie sioniste la troisième alia, dont fait partie Golda Meir. Vous savez sans doute que dans l'histoire du sionisme, on a l'habitude de découper l'histoire du sionisme politique en plusieurs aliotes, plusieurs périodes d'alia, et ce qui bien sûr est une convention historique, parce que l'alia n'a pas commencé avec le sionisme politique, il y a eu des aliotes bien avant, il y a toujours eu des juifs qui sont montés en Israël pendant toute l'histoire juive, à toutes les époques, chaque fois que c'était possible évidemment, et notamment à l'époque moderne, il y a eu ce qu'on appelle l'alia des élèves du Gaon de Vilna, au début un siècle avant le sionisme politique, au début du 19e siècle, mais dans l'historiographie sioniste, on compte les aliotes, à partir de 1880, la première alia, qui est celle de ce qu'on appelle les Bilouim, donc l'ancêtre du sionisme politique, le mouvement proto-sioniste qui précède donc Herzl et le sionisme politique. La deuxième alia, c'est celle des années 1904-1914, et qui fait suite, comme la première d'ailleurs, à une vague de pogroms dans l'Empire russe. Les premières vagues d'Alia viennent toutes de l'Empire russe et font toutes suite à des pogroms. Et donc la deuxième Alia, qui est très très fameuse dans l'histoire du sionisme, elle a, comme explique Golda Meir dans son livre, elle a posé les fondements du sionisme socialiste, à savoir le travail juif, la défense juive, le choix de l'hébreu, la vie collectiviste et le travail de la terre. Et ça, ce sont, si vous voulez, les 5 piliers du sionisme socialiste. Eh bien, la troisième alia, qui commence après la Première Guerre mondiale et qui s'étend jusqu'à 1924, au cours de laquelle 35 000 jeunes juifs s'installent en Israël, principalement venant de Russie et de Pologne, mais aussi de Roumanie et d'autres pays. Eh bien, cette alia, la troisième, dont fait partie Golda Meir, elle fait suite à plusieurs événements très importants, parmi lesquels, évidemment, la Première Guerre mondiale et la déclaration Balfour, mais aussi la Révolution russe, et une nouvelle vague de pogroms, comme je l'ai dit. Et enfin, le dernier événement très important, c'est l'instauration des quotas d'immigration aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir de cette période, les Juifs qui veulent quitter la Russie n'ont plus le choix Amérique ou Israël, parce que pour la plupart d'entre eux, lorsqu'ils avaient ce choix, évidemment, ils choisissaient l'Amérique, qui était beaucoup plus facile, une destination beaucoup plus facile, et qui était considérée comme ce qu'on appelait la Golden Medine, le pays d'or. Et donc, dès lors que les quotas d'immigration sont instaurés, Israël devient, par la force des choses, une destination beaucoup plus attrayante, ou en tout cas une destination beaucoup plus réaliste. Alors, parmi les membres de la troisième alia, donc de cette époque, les contemporains de Golda Meir, on peut citer le dirigeant sioniste Menachem Ussishkin, ou les écrivains Rachel Blostein, connue sous son nom de Rachel, et Uri Tzvi Greenberg, aussi le grand écrivain. Alors, dans un ouvrage collectif qui a été publié sur la troisième alia, Golda Meir a écrit aussi que les membres de cette alia n'avaient rien ajouté aux principes que j'ai cités tout à l'heure de la deuxième alia, aux 5 piliers du sionisme socialiste, et elle dit « L'acte déterminant de la troisième alia a été tout simplement d'accepter les valeurs qui nous ont été transmises par nos camarades de la deuxième alia que nous avons appliquée. » Et on retrouve dans cette citation, je dirais, un élément de son caractère sur lequel je reviendrai peut-être si j'ai le temps, c'est celui de sa modestie. Parce que Golda Meir était quelqu'un d'assez modeste, et ça ressort d'ailleurs surtout lorsqu'on la compare à son contemporain qui a joué un rôle évidemment très important dans sa vie, David Ben-Gurion. Ben-Gurion, c'était quelqu'un qui était très, très, je dirais, convaincu de sa valeur et qui avait, comme dit un de ses biographes, commencé à écrire sa biographie, commencé à construire sa statue de son vivant. Il avait déjà commencé à penser à sa postérité. Golda Meir, pas du tout. Golda Meir a écrit ses mémoires dans les dernières années de sa vie. Elle n'a jamais pensé à l'image qu'elle laisserait à la postérité.
Alors, comme je l'ai dit, pour elle, l'Aliyah, c'était synonyme de kibbutz, s'installer au kibbutz, même si elle ne savait rien du tout de ce qu'était le kibbutz, mais elle savait qu'elle voulait s'installer au kibbutz. Et donc, elle s'est installée, peu de temps après son arrivée, elle s'est installée dans le kibbutz de Merchavia, dans le Emek, ce qu'on appelait à l'époque Aemek, la vallée, c'est-à-dire le Emek Jezreel, la vallée de Jezreel. Et elle s'y était installée avec son mari, dont je n'ai pas encore parlé, Maurice Meyerson, qu'elle avait connu en Amérique. Et ils ont eu d'ailleurs beaucoup de mal à être acceptés au kibbutz parce qu'à l'époque, peut-être même beaucoup plus encore que plus tard, être accepté au kibbutz, c'était évidemment, il y avait ce qu'on appelle des examens d'entrée et eux-mêmes ont dû passer 3 commissions successives avant d'être acceptés, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas du tout considérés comme des candidats allant de soi. Et la raison pour laquelle leur candidature a été refusée 2 fois de suite, comme elle l'explique, c'est tout simplement qu'elle venait, il y avait 2 raisons principales. La première, c'est qu'elle était mariée alors qu'on cherchait plutôt des femmes célibataires parce que dans le kibbutz, il y avait beaucoup de jeunes hommes célibataires et donc on cherchait plutôt des jeunes femmes célibataires. Et la deuxième raison, c'est qu'elle venait d'Amérique et on considérait que de nouveaux immigrants qui venaient d'Amérique, ce n'étaient pas des candidats idéaux pour le travail de la terre. Donc, il y avait cette conception, on pensait qu'elle n'était pas du tout faite pour la vie au kibbutz. Et bien entendu, elle s'est empressée de démentir cette idée reçue une fois qu'elle a été acceptée. Alors, dans ce petit livre que j'ai traduit en français, qui s'appelle « La maison de mon père », elle raconte notamment son installation au kibbutz et il y a beaucoup de pages qui sont consacrées notamment à décrire la manière dont elle travaillait. Et vous savez que le travail au kibbutz, ce n'était pas seulement le travail de la terre, c'était aussi toutes les tâches de la vie collective. Et notamment, il y avait le travail de la cuisine. Et alors, je dirais un passage qui est intéressant et très révélateur de ces conceptions, c'est lorsqu'elle raconte pourquoi elle a accepté de manière tout à fait positive le travail en cuisine, alors que pour les autres jeunes femmes du kibbutz, c'était considéré comme une corvée tout à fait détestable. Et elle explique, chaque camarade dont le tour arrivait d'aller en cuisine, puisqu'il y avait un tour évidemment, 1 mois avant le début de son tour, elle commençait déjà à faire, à faire mauvaise figure, et tandis que moi, pauvre idiote d'américaine, je n'avais pas compris pourquoi ce travail précisément devait mettre de mauvaise humeur, et je disais à mes camarades, pourquoi irions-nous à l'étable nourrir les vaches en étant de bonne humeur, et ne pourrions-nous pas aller en cuisine pour nourrir nos camarades de bonne humeur? Est-ce que ce n'est pas plus honorable? Évidemment, avec son humour caractéristique, en fait, elle raconte qu'elle n'avait pas du tout compris l'état d'esprit des jeunes femmes du kibbutz, aux yeux desquelles travailler dans la cuisine, c'était quelque chose de dégradant, pour la simple et bonne raison que c'était une tâche féminine. Et chez Golda Meir, on trouve donc dès ce premier moment, je dirais, de ces premiers mois, ces premières semaines au kibbutz, elle a déjà ses idées bien à elle, qu'elle va réussir à imposer par sa force de caractère, ces idées qui ne sont pas d'ailleurs des idées, pas seulement des conceptions théoriques, qui sont des idées très pratiques. Par exemple, elle va essayer de diversifier la nourriture qui était tout à fait sommaire. L'élément principal, c'était le houmous, le pois chiche, qu'on faisait tremper pendant 24 heures et qu'on faisait cuire avec des oignons pour obtenir une sorte de soupe qui se transformait en bouillie. Et le soir, on la broyait avec des oignons et ça faisait une salade. Donc finalement, on mangeait du houmous à tous les repas. Évidemment, on avait très froid. Dans la vallée d'Israël, en hiver, il fait très froid. Et lorsqu'ils se levaient le matin à 4 heures, ils arrivaient dans la cuisine. On buvait d'abord du thé pour se réchauffer et après, on prenait le petit déjeuner. Et elle raconte de quoi était composé le petit déjeuner. C'était des conserves qui dataient de l'armée britannique, donc de la Première Guerre mondiale, qui étaient restées en stock, et ce qu'on appelait du bully beef, et aussi ce qu'on appelait du fresh, c'est-à-dire en fait du hareng frais qui était conservé dans de la sauce tomate. Et c'est ça conservé au petit déjeuner, c'était donc du hareng du hareng froid. Et Golda Meir, qui venait des États-Unis, donc qui avait des habitudes culinaires un petit peu différentes de ses camarades venus directement de Russie, elle a réussi à imposer que pour le petit déjeuner, on mange un aliment chaud qui était en fait une espèce de bouillie de gruau. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas été une partie de plaisir pour l'imposer parce que
elle était déjà mal vue au départ, et en plus, elle voulait changer les habitudes de ses camarades. Et malgré toutes ces difficultés de la vie quotidienne, à aucun moment elle ne se plaint, à aucun moment on ne voit chez elle la moindre récrimination. Le seul regret qu'elle exprime, c'est celui de n'avoir pas pu rester au kibbutz et d'avoir été obligée d'aller vivre à Tel Aviv, obligée parce que, tout simplement, parce que elle a été recrutée par David Ben Gurion, qui avait pressenti, qui avait décelé chez elle un grand potentiel et qui donc l'a recrutée d'abord au sein de la Histadrout, puis au sein du parti le Mapai. Et donc, je dirais que tout son avenir politique était tracé dès cette époque, dès lors que David Ben Gurion a repéré ses talents, ses futurs talents politiques. Alors, pour dire encore un mot de la vie au kibbutz, avant de parler de ses conceptions féministes, elle raconte aussi un élément très, très important qui est pas toujours très, très connu dans l'histoire du mouvement kibbutziste, c'est le fait que les jeunes femmes avaient pour principe d'accomplir exactement les mêmes tâches que leurs camarades, les jeunes hommes. Et donc, en particulier, elles voulaient participer évidemment à la garde, elles voulaient participer à tous les travaux des champs, mais aussi à tous les travaux physiques. Elles voulaient accomplir exactement les mêmes tâches que les garçons. Et donc, Golda Meir, de ce point de vue, était exactement comme ses camarades. Donc, elle participait à tous les travaux physiques les plus épuisants. Et elle raconte que le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle ne pouvait plus lever le bras. Et elle se rendait au réfectoire. Ce n'était pas pour manger parce qu'elle n'avait même pas faim, elle avait juste envie de se coucher. Mais elle voulait juste aller au réfectoire pour pas qu'on dise regardez l'américaine, elle est déjà couchée. Vous voyez. Donc c'était uniquement par fierté qu'elle venait le soir au réfectoire. C'était même pas parce qu'elle avait envie de manger. Et je dirais ce qu'on ressent dans ce récit très simple et à la fois très simple et très sincère de sa vie au kibbutz, c'est la description de ce qu'on pourrait appeler, ce que les membres de la troisième alia appelaient avoda ivrit, donc un des piliers de leur sionisme, le travail juif, le travail de la terre, et ce qu'on pourrait appeler aussi tout simplement la religion du travail, parce que à leurs yeux, c'était effectivement, je dirais, une religion tout aussi prégnante, tout aussi exigeante que la religion juive que pratiquaient leurs parents et qu'ils avaient pour la plupart d'eux tout à fait abandonnée. Alors, je ne vais pas multiplier les anecdotes parce que le temps fait défaut, mais peut-être une dernière anecdote sur la vie au kibbutz, c'est qu'il n'y avait pas de shampoing, ce qui évidemment était un problème surtout pour les jeunes femmes. Le seul succès d'année de shampoing qu'on utilisait, c'était du savon à lessiver. Évidemment, pour les jeunes filles qui se laissaient pousser les cheveux, il y en avait quelques-unes, c'était très problématique. Et donc, un jour, quelqu'un avait ramené des citrons de la ville et une des camarades avait pris un citron pour se laver les cheveux. Je ne sais pas comment on se lave les cheveux avec un citron, mais en tout cas, c'était mieux que le savon à lessiver. Et évidemment, il y a eu une protestation générale parce que le citron ne servait pas à se laver les cheveux. Il servait non seulement, c'était un fruit, évidemment, c'était un agrume, mais c'était surtout un remède pour la malaria. Donc, une autre anecdote qui vous donne une idée de la difficulté de la vie au kibbutz. Alors, j'en viens à un sujet important auquel plusieurs pages sont consacrées dans ce livre, c'est celui du féminisme de Golda Meir. Évidemment, le féminisme, c'est un mot un petit peu fourre-tout qui a beaucoup de sens très différents et aujourd'hui des sens très différents de ceux de l'époque. Et le féminisme de Golda Meir n'avait pas grand-chose à voir avec le féminisme d'aujourd'hui, mais même avec le féminisme qui existait déjà à son époque. Il faut se rappeler donc qu'elle avait passé plusieurs années aux États-Unis et elle écrit quelque part dans un de ses livres « Je ne suis pas une grande admiratrice de cette forme particulière de féminisme qui consiste par des autodafés de soutien-gorge, par la haine de l'homme ou par les campagnes contre la maternité. » Donc ça, c'est le féminisme qu'elle rejette, ce féminisme qui existait aux États-Unis, qu'elle avait connu aux États-Unis. Et son féminisme à elle, c'est celui de ces femmes énergiques qui travaillaient dur dans les rangs du mouvement sioniste, comme Ada Maimon, Rachel Yanaïd Ben-Tzvi, la future épouse du président Yitzhak Ben-Tzvi, pour ne nommer que celle-là, et qui réussirent à fournir à des douzaines de jeunes filles nées à la ville les connaissances théoriques et la formation pratique qui leur permirent de tenir leur place dans l'œuvre en cours parmi les colonies agricoles. Et donc, c'est ce féminisme-là constructif
qu'elle met en exergue, et c'est ce féminisme qu'elle fait sien, et donc qui est, pour l'analyser, on pourrait dire c'est à la fois l'égalité des droits, mais aussi des devoirs, sans effacer la différence des sexes, et on pourrait dire que c'est un petit peu l'idée de la femme que se faisaient beaucoup de ces pionnières de la deuxième et de la troisième alia, dont Golda Meir se fait un peu le porte-parole. Personnellement, en lisant sa description de sa conception du féminisme, j'ai pensé aussi à une citation de Jabotinsky, une citation très connue qui dit « J'estime la femme plus que l'homme dans tous les domaines de la vie publique et domestique. Il n'y a aucune fonction ou profession que je ne préférerais pas confier à une femme plutôt qu'à un homme. » Et donc ça, c'est ce que disait Jabotinsky. Et effectivement, je dirais que chez Golda Meir, il y a cette même idée que la femme est capable de faire les mêmes choses que l'homme, mais que cette égalité de droits et de devoirs ne se traduit nullement par l'abolition de la différence des sexes. Et un aspect important dans la vie et dans la carrière de Golda Meir, c'est que malgré, je dirais, son ambition, malgré sa carrière politique qui a évidemment été prédominante dans sa vie, au point qu'elle a presque sacrifié sa vie de couple parce que tout simplement son mari, Maurice Meyerson, n'a pas supporté d'être relégué, de voir que leur couple était relégué au second plan, que la vie publique pour elle était plus importante. Et donc, très vite, leur couple s'est disloqué et finalement, elle a fini sa vie loin de lui. Et malgré tout, elle n'a jamais renoncé à son rôle de mère de famille, à son rôle de femme. Et elle écrit quelque part, le fait est que j'ai vécu et travaillé toute ma vie avec des hommes, mais que d'être une femme n'a jamais représenté pour moi un obstacle en aucune façon. Je n'en ai jamais ressenti ni malaise, ni infériorité, et je n'ai jamais pensé que l'homme est mieux loti que la femme ou que c'est un désastre que de donner le jour à des enfants. Et quand j'ai lu ces lignes, ça m'a fait penser évidemment à la bénédiction qui figure dans le Sidour, dans le livre de prière juif, chez Lo Hassani Isha, que les hommes disent merci Dieu de ne pas m'avoir fait femme. Et si on réinterprète le sens de cette bénédiction dans l'optique de Golda Meir, finalement, on comprend que si l'homme remercie Dieu de ne pas être un esclave ou de ne pas être une femme, ça n'est pas pour déprécier le statut de la femme, mais au contraire, parce qu'on comprend qu'être une femme, c'est plus compliqué que d'être un homme, n'est-ce pas? Et on le voit bien en lisant la vie de Golda Meir, c'est-à-dire qu'elle a eu à la fois, elle à aucun moment elle ne se plaint d'être une femme, à aucun moment elle ne considère que c'est une malédiction, mais en même temps, elle est déchirée parce qu'elle a toujours cette difficulté que toutes les femmes ressentent, mais chez elle encore plus forte, de concilier sa vie de famille, sa vie de mère et sa vie professionnelle. Et elle le dit en ces termes, ce qui est vrai, c'est que les femmes qui ont envie et besoin d'avoir une vie à l'extérieur comme à l'intérieur du foyer, y ont beaucoup plus de mal que les hommes parce que leur lourd fardeau est double. Eh bien, Golda Meir, elle a dû consentir de grands sacrifices pour assumer ce lourd fardeau et toute son existence, quelque part, illustre ce dilemme et ce fardeau, mais et elle a développé aussi d'ailleurs ce thème dans un autre article qu'elle a publié en 1930 où elle expliquait la mère souffre dans le travail qu'elle a assumé parce que toujours elle a le sentiment que son travail n'est pas aussi productif que celui d'un homme ou d'une femme célibataire et parce que les enfants la réclament sans cesse et ce perpétuel déchirement interne, ce sentiment alterné de devoirs non accomplis tantôt envers la famille, tantôt envers le travail, tel est le fardeau de la mère qui travaille. Et je dirais pour conclure sur ce sujet que Golda Meir a su assumer ce double fardeau avec succès, mais non sans souffrance, et comme en attestent les péripéties de sa vie privée, sur laquelle je ne dirai pas plus parce que ce n'est pas le sujet principal. Et donc, quelque part, elle a elle-même vécu ce dilemme, elle l'a vécu dans sa propre vie. Alors, avant de passer à la deuxième partie de mon exposé sur la légende écornée de Golda Meir, je voudrais vous montrer quelques photos. D'ailleurs, je vois que quelqu'un sur le chat se plaint de ne pas voir de photos. Alors, je vais essayer de vous en montrer tout de suite, puisque c'était prévu. Alors, est-ce que... je ne sais pas si les photos s'affichent.
Voilà. Alors, en principe, vous voyez s'afficher à l'écran une première photo qui est celle des grands-parents de Golda Meir. Alors, vous voyez ces grands-parents paternels, comme je disais tout à l'heure, qui ont un aspect tout à fait on dirait aujourd'hui des juifs orthodoxes, des Haredim, n'est-ce pas? Des juifs tout à fait traditionnels. Là, vous voyez la première photo de Golda enfant. Je crois qu'une photo qui date encore de Russie, donc elle est encore très jeune. Ça, c'est la photo de Golda adolescente aux États-Unis. Une des rares photos d'elle aux États-Unis, adolescente. Là, vous voyez Golda avec son mari Maurice Meyerson. Donc, ils se sont connus aux États-Unis. Ils ont fait ensuite leur allié tous les deux. Donc, ça, c'est une photo qui date encore de la période américaine. Ici, alors c'est une photo très intéressante où on voit des militants du Poalet Zion, donc le parti sioniste socialiste que j'évoquais tout à l'heure. Et vous reconnaissez ici David Ben-Gurion. Pardon, vous reconnaissez David Ben-Gurion. Et Golda se trouve à l'extrême droite de la photo. Alors, ça, c'est une affiche de propagande du Poalet Zion. Alors, ce qui est intéressant sur cette affiche, d'une part, c'est, je dirais évidemment, le drapeau rouge. Hein. Vous savez que le sionisme socialiste a toujours été tiraillé d'ailleurs entre deux loyautés, entre sa loyauté envers l'idéal sioniste et sa loyauté envers l'idéal socialiste. Et j'avais parlé dans une précédente conférence de la vision moniste du sionisme de Jabotinsky qui considérait qu'on devait servir un seul idéal, un seul drapeau. Et dans le sionisme socialiste, il y a toujours ce double drapeau, le drapeau rouge et le drapeau bleu et blanc. Et donc sur cette affiche, c'est le drapeau rouge. Et vous voyez que le slogan est rédigé en yiddish. Il y a marqué Poalet Zion small. Et en dessous, il y a marqué Ruft, Poalet Zion Ruft. Donc le Poalet Zion vous appelle, Poalet Zion small. Apparemment, il y avait déjà une scission au sein du Poalet Zion. Il y avait le Poalet Zion gauche et le Poalet Zion il y avait déjà une scission au sein du mouvement. Évidemment, le mouvement travailliste a connu plusieurs scissions. Alors, cette photo-là, je ne sais pas si elle s'affiche très bien, c'est une photo de Golda à Merchavia, donc après son arrivée en Eretz Israël dans le kibbutz, une des rares photos où on la voit en train de travailler au kibbutz. Alors, on saute les époques, on arrive à 1948, et ça, c'est une photo très, très célèbre sur laquelle Golda apparaît au milieu, entourée d'un cercle. Elle se trouve, elle est ministre plénipotentiaire, c'est la première diplomate de l'État d'Israël nouvellement créée, envoyée à Moscou. Elle a été choisie évidemment parce qu'elle connaît le russe, évidemment, pour d'autres raisons. Et donc, elle est accueillie à la sortie de la grande synagogue de Moscou par une foule de juifs en liesse, ce qui évidemment n'a pas du tout plu au pouvoir soviétique. Et après cette manifestation, il y a eu des mesures de rétorsion, de représailles. On n'a pas du tout apprécié, le pouvoir soviétique n'a pas du tout apprécié l'accueil triomphal qui a été réservé à Golda Meir par les juifs de Moscou. Alors, une photo très connue de Golda avec David Ben-Gurion à la Knesset. Alors ici, c'est avec Nixon, elle a dû lui raconter une bonne plaisanterie parce qu'ils sont tous les deux en train de rire aux éclats. Cette photo-là, beaucoup moins connue, c'est au Kenya, lorsqu'elle était ministre, je crois, du Travail, donc en voyage officiel au Kenya, donc en train de danser avec des femmes kenyanes. On a l'impression qu'elle danse l'Aora. Une photo de Golda avec des jeunes Israéliens. Donc ça, c'est un petit peu la grand-mère d'Israël déjà. Et dernière photo qui va servir de transition avec la deuxième partie, c'est pendant la guerre de Kippour, et on reconnaît à côté d'elle Moshe Dayan. Et à côté de Moshe Dayan, je ne suis pas sûr, donc je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, on ne voit pas très très bien, mais en tout cas, on reconnaît Moshe Dayan. Alors, j'en viens à la deuxième partie de mon exposé sur... Il nous reste moins de 15 minutes, Pierre. Il faudra... la légende écornée de Golda Meir, et la question à laquelle je voudrais répondre dans le temps qui nous reste, c'est pourquoi est-ce que quelque part l'image de Golda Meir a été écornée, notamment depuis la guerre de Kippour, parce que cette guerre a représenté un tournant traumatique dans l'histoire d'Israël, même si du point de vue strictement militaire, c'était une immense victoire, sans doute une plus grande victoire encore que la guerre des 6 jours, mais cette victoire militaire s'est accompagnée par un grand traumatisme qu'on a qualifié à l'époque de véritable tremblement de terre dans les premiers jours de la guerre.
Et évidemment, ce traumatisme qui est désigné en hébreu par le mot de merdal, l'échec, la faillite, eh bien cet échec, ceux qui en étaient rendus responsables, ce sont les dirigeants israéliens. Et même si la commission à Granade, qui avait été créée après la guerre, n'a pas fait porter de responsabilité directe à Golda Meir, a seulement incriminé les dirigeants de l'armée, eh bien, quelque part, la guerre de Kippour, malgré tout, a contraint Golda Meir à démissionner parce qu'elle a dû assumer ce qui était perçu comme l'échec de son parti politique, le Mapai. Et donc, on peut dire que, quelque part, la guerre de Kippour a déjà sonné le glas du pouvoir travailliste. Et 4 ans plus tard, ça s'est traduit par ce qu'on a appelé le Mahapach, l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin. Alors, au-delà donc de ces raisons politiques qui concernent la politique israélienne en général, il y a des raisons plus personnelles concernant Golda Meir. Et pour les expliquer, je citerai un passage d'un livre écrit par Jacques de Rogy et Ezi Carmel qui décrivait ainsi Golda Meir avec son univers mental datant du programme de Kishinev. La dame de fer qui préside aux destinées d'Israël est incapable de sortir de son manichéisme. Elle moralise toujours à partir d'un postulat. Les Juifs sont bons, les Goïms sont mauvais, les Palestiniens, ça n'existe pas. Et on trouve dans ces quelques lignes le condensé de toutes les critiques qui ont été entendues depuis lors contre Golda Meir, surtout en Israël, peut-être beaucoup moins en dehors d'Israël, où elle a conservé son aura de dame de fer d'Israël. Et donc, je voudrais répondre brièvement, dans la dernière partie de cet exposé, à 2 ou 3 de ces critiques les plus courantes. Et la première, c'est celle de sa vision soi-disant manichéenne. Alors, est-ce qu'on peut dire que Golda Meir avait une vision manichéenne? Est-ce qu'elle considérait que les Juifs étaient bons et que les Goïms étaient mauvais? D'abord, la première remarque qu'on pourrait faire, c'est que elle n'a rien inventé. Vous connaissez peut-être ce midrash, ce commentaire qui dit c'est une loi que Ésaü déteste Jacob. On sait depuis le début de notre histoire que l'antisémitisme existe, que la haine d'Israël existe. Donc, Golda Meir n'a rien inventé. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'autre reproche, celui d'avoir négligé l'existence des Palestiniens, d'avoir dit qu'il n'y avait pas de Palestiniens, il n'y avait pas de peuple palestinien, plus précisément, eh bien, elle répond elle-même à cette accusation dans ses mémoires en expliquant que l'accusation d'avoir négligé la présence arabe en Eretz Israël, qui a été portée contre les sionistes depuis les débuts, cette accusation est sans fondement. Depuis le début du mouvement sioniste, on a toujours su qu'il y avait une présence arabe en Eretz Israël, qui au début d'ailleurs était majoritaire et qui ensuite est devenue une minorité. Et donc, il n'y a jamais eu, de la part des dirigeants sionistes et plus tard des dirigeants d'Israël, il n'y a jamais eu une occultation de la présence arabe en Eretz Israël. Et lorsque Golda Meir disait qu'il n'y a pas de peuple palestinien, elle ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de Palestiniens, d'Arabes en Eretz Israël, elle voulait simplement dire qu'ils n'avaient pas une identité séparée. Et bien sûr, je n'ai pas le temps de développer ce sujet important, mais simplement disons qu'à son époque, c'était tout simplement le consensus et qu'il y a encore pas très très longtemps, il y a encore 30 ans avant que je fasse mon alia, il y avait des pamphlets distribués par l'ambassade d'Israël qui expliquaient qu'il n'y avait pas de peuple palestinien et qu'un État palestinien était un non-sens historique et un danger politique pour Israël. Donc ça, c'était le consensus de l'époque, c'était le Mapai et le Likoud était tout à fait d'accord sur ce sujet-là. La dernière accusation qu'on a portée très souvent contre Golda Meir, c'est d'avoir un caractère froid et insensible. Et pour répondre à cette accusation, je lirai juste quelques lignes du livre que j'ai traduit, dans lequel elle décrit ce qu'elle a qualifié d'un des plus beaux événements de sa vie. C'était une rencontre au Kotel avec des jeunes parachutistes juste après la guerre des 6 jours. Et vous connaissez bien sûr la fameuse photo des parachutistes devant le Kotel. Et Golda Meir écrit que elle s'approche du Kotel pour glisser un papier entre les pierres. Elle voit des jeunes parachutistes en train de prier. Et c'est alors que se produit l'une des plus grandes choses de ma vie. L'un des parachutistes, qui ne savait sans doute pas qui j'étais, pose sa tête sur mon épaule et se met à pleurer comme un enfant. Et j'ai eu le privilège d'être pour lui comme une mère. Et je crois que ces quelques lignes répondent à l'accusation d'être quelqu'un d'insensible. Alors, si vous voulez, pour résumer le livre que j'ai traduit en français, La maison de mon père, ce qui ressort de ses souvenirs de jeunesse et de ses autres témoignages, c'est, je dirais, l'image d'une femme simple, très modeste. D'ailleurs, elle a demandé un autre témoignage de sa modestie, c'est le fait qu'elle a demandé qu'aucune oraison ne soit prononcée sur sa tombe. Très courageuse, évidemment,
sensible, comme je l'ai dit, très clairvoyante, très énergique, et qui toute sa vie est resté fidèle aux valeurs du sionisme socialiste de sa jeunesse. Alors, pour expliquer peut-être sur un plan plus philosophique l'ambivalence des sentiments en Israël même envers Golda Meir, qui sont, j'ai dit, très différents de ceux de la diaspora juive, et même si son image en dehors d'Israël est restée celle d'une grande femme, d'une grande dirigeante, donc à l'intérieur d'Israël, l'image est beaucoup plus ambivalente. Je dirais qu'elle était à la fois aimée et détestée, et peut-être parce que c'est le propre des grands dirigeants de susciter des sentiments contradictoires, et c'est le propre des grands dirigeants d'Israël notamment, de susciter les critiques et parfois la haine, depuis Moïse jusqu'à Ben Gurion, jusqu'à Golda et jusqu'à aussi Benjamin Netanyahou. Et pour conclure, si vous voulez, et si j'ai encore 2 minutes après, je pourrais bien sûr répondre à des questions, mais je pourrais aussi peut-être montrer quelques images d'un film, si on a le temps. Je dirais la pire chose que peuvent faire aujourd'hui les ennemis du sionisme, c'est de nous faire oublier que le sionisme est une cause juste, et de nous faire croire que le sionisme est une forme de racisme, comme il avait fait croire en 1975, de nous faire croire que nos héros sont des hommes ordinaires et pleins de travers, ou que nos dirigeants sont des psychopathes ou des criminels, eh bien, ne nous laissons jamais entraîner à croire à ces mensonges, et n'oublions jamais que le sionisme est une noble entreprise et sans doute la plus belle aventure humaine du XXe siècle et le plus grand chapitre de notre histoire, auquel Golda Meir, femme exceptionnelle et dirigeante exceptionnelle, a apporté sa pierre, et que son souvenir soit béni. Je vous remercie de votre attention. Si on a encore 2 minutes à vie. Tu peux regarder le chat, oui, en attendant. Je pense que tu as répondu à une grande partie des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, je crois que tu as fait, comme on dit en hébreu, une avodat kodesh, c'est-à-dire vraiment un travail exceptionnel qui est de pouvoir faire connaître en français l'œuvre, la personnalité, l'histoire d'Israël, l'histoire de ce personnage très particulier, comme on l'a dit, un personnage qui, c'est vrai, était une femme, bien en avance sur son temps, qui a contribué très, très, très grandement à l'histoire d'Israël. Effectivement, comme toutes les femmes et tous les hommes qui ont un caractère bien trempé, comme c'était le sien, elle a suscité des gens qui l'ont beaucoup adoré, d'autres peut-être, comme tu l'as dit, qui l'ont peut-être pas haï, mais en tout cas qui sont restés sur cette impression un petit peu dure qui a été le traumatisme de la guerre de Kippour. Je crois que c'est bien qu'à travers la traduction de son livre, on puisse permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale de sa personnalité. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de remerciements. Comment s'appelle la fille de Golda? J'ai oublié son nom. Elle avait une fille… Elle s'appelle Sarah. Sarah, d'accord, qui est morte il y a quelques années d'ailleurs, en Israël, dans un kibbutz. Alors, je ne sais pas si… Avi, je ne sais pas si mon adresse email a été publiée sur le chat. Elle a été publiée, effectivement. Voilà, elle a été publiée. Si vous voulez me poser des questions, comme là, on n'aura pas le temps d'y répondre, je vous invite à m'écrire par mail et je serai très heureux de répondre à vos questions, bien sûr. Je republie l'adresse. Voilà. D'accord. En tout cas, vraiment, sans vouloir faire de publicité, mais je crois qu'après avoir entendu cette conférence, il y a certainement des personnes qui voudront acquérir ou se procurer le livre de Pierre Lursa, et je crois qu'il mérite d'être lu et d'être connu. Nous tâcherons dans les mois qui viennent, en fonction de l'avancée des travaux de la bibliothèque sioniste de Pierre Lursa, de vous faire connaître d'autres travaux et d'autres personnages sur lesquels je suis sûr il réfléchit déjà, il travaille déjà. Voilà, je vous souhaite Shavuot Tov de Jérusalem. À très bientôt. Et merci de votre présence très nombreuse ce soir, qui prouve votre intérêt pour le sionisme, j'allais dire, historique et fondamental de l'État d'Israël. Toda Rabba. On vous donne rendez-vous jeudi soir pour célébrer la journée internationale de la Shoah. Voilà, en présence du docteur Yael David Tuitou, qui nous parlera du doctorat qu'elle vient de présenter à l'Université de Strasbourg, je crois, qui est un thème très particulier. Vous verrez ça dans nos publications sur Facebook. Le thème de la conférence que nous avons choisi, un angle bien particulier pour marquer la commémoration de la Journée internationale de la Shoah. Merci beaucoup, Pierre. Ce fut un grand plaisir d'être avec toi ce soir. À très bientôt. Merci à vous, Kol Tov. Bye.